De retour dans le chapitre 9 de Bloguer comme un prof, on est toujours dans Bloguer en entreprise. Il y a quelques éléments que je voudrais partager avec vous auparavant, c'est pourquoi les entreprises sont-elles réfractaires au blog? Alors qu'on prouve par A plus B que c'est vraiment intéressant et c'est un complément indispensable au dispositif de communication d'une entreprise. On voit quand même qu'il y a une certaine inertie dans les entreprises à adopter les nouveaux outils de communication et les blogs en font partie. Alors certes, il y a vraiment des contraintes à prendre en compte. Tout simplement parce que bloguer, c'est du temps. Il faut écrire des articles, il faut écrire du contenu, il faut en faire la promotion. Et certes, toutes les entreprises n'ont pas forcément les ressources humaines surtout disponibles. Après, on voit également qu'il y a une perte de contrôle de diffusion de l'information. Ça, c'est surtout les services presse, les services communication qui ont cette réaction-là. Tout simplement parce que ils sont habitués à maîtriser la communication, à envoyer un message vers les journalistes et c'est tout. Et là, avec le blog, on donne la main, on donne la possibilité aux salariés de l'entreprise de s'exprimer. Donc ça, cette liberté d'expression fait parfois un petit peu peur. Après, il y a bien entendu aussi l'alimentation en contenu régulier. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt visible dans les grandes entreprises, parce que tout simplement, on se dit, OK, on va commencer un blog, mais comment je vais faire pour créer du contenu? Mes salariés sont déjà débordés, etc., etc. Donc ça, vous avez eu la réponse dans le chapitre comment écrire du contenu rapidement. Après, il y a bien sûr des contraintes telles que la qualité d'écriture. Ça, c'est souvent le cas lorsqu'on est dans une entreprise qui n'a pas une vocation à communiquer, et donc on se dit qui va bien pouvoir écrire ces articles, est-ce que je vais devoir faire une relecture, etc., etc. Et ça, lié à cela, il y a bien sûr la chaîne de validation. Il faut absolument simplifier cette chaîne de validation. On ne pourra pas garder une rigueur aussi forte pour des articles de blog qu'on en a en fait dans les articles de presse ou des fiches produits, etc. Il faut faire confiance aux personnes et au contraire faire une validation a posteriori. Alors pour éviter les débordements, il y a quelques petites astuces extrêmement simples. La première, c'est tout simplement dire aux personnes qui écrivent, est-ce que si vous étiez en train de discuter de ce sujet entre amis et que cela pouvait se savoir auprès d'autres personnes, est-ce que vous diriez cela? Si vous dites voilà ce que je dis actuellement et que si c'était répété, ça serait mal interprété, à ce moment-là, il ne faut pas l'écrire. Autrement, si vous dites voilà, je peux en parler et ça ne pose pas de problème, là vous pouvez l'écrire. Ce simple filtre et cette simple question permet d'éviter 90% des messages un petit peu limite, un petit peu tendancieux. Donc toujours se dire qu'en penseraient les gens? Est-ce que ce que je publie ne choquerait pas si je le disais à la cantonade devant tout le monde? Une autre question qui arrive souvent, c'est est-ce que ça va me rapporter du trafic? Parce qu'en fait, les gens sont habitués avec le référencement naturel et son optimisation, avec l'achat de mots-clés, etc., à avoir des visiteurs ciblés. Et donc, on se dit souvent, ok, je vais passer du temps, mais ça va me rapporter combien de visiteurs, combien de prospects? Donc ça peut être une limite, sachant que le blog est vraiment une chose qui se justifie et qui se rentabilise dans le temps. Il faut attendre minimum 3 mois, 6 mois plutôt, pour commencer vraiment à pouvoir tirer des conclusions et se dire ok, ce projet est viable ou pas. Après, certaines entreprises ont un petit peu peur parce que c'est pas un vrai projet comme ils ont l'habitude de le traiter. On engage une personne, un freelance, ou on engage du contenu, on réalise une plaquette et après c'est fini. Non, le blogging, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans la durée. Donc il n'y a pas de véritable date de fin. On peut faire des bilans ponctuels, mais on se dit pas, tiens, je vais bloguer pendant un an. C'est quelque chose qui doit être fait de manière régulière et dans le temps, avec certes des étapes et des points clés. Ensuite, pour le budget, bah, c'est pas juste un budget one shot. Il faut se dire, ok, je vais régulièrement publier du contenu, ça va me prendre du temps, je vais changer de design, je vais faire de la génération de trafic, etc. Donc c'est vraiment un véritable travail de fond et pas uniquement un petit projet qui va être déterminé dans le temps. Alors après, on sait que c'est toujours difficile de déléguer à une agence la réalisation d'un blog. C'est possible, je connais certaines entreprises qui l'ont fait, mais déléguer le contenu d'un blog, c'est pas facile puisque l'expertise, la connaissance, elle n'est pas à la portée de tout le monde. Si elle est à la portée de tout le monde, c'est que cette niche ou ce secteur d'activité est vraiment facile à attaquer et donc il va y avoir une forte concurrence. Donc déléguer, pourquoi pas, mais généralement c'est assez difficile. Et je sais qu'il y a certaines entreprises qui ont l'habitude de faire beaucoup de sous-traitance et de passer par des agences. Et elles ont un petit peu de mal à se dire on va devoir cette fois tout faire nous-mêmes en interne, c'est nous qui allons devoir publier le contenu. La dernière remarque, celle qu'on a actuellement dans les entreprises, c'est ok, les blogs c'est mort, faut qu'on s'intéresse à Facebook et Twitter.
Or, comme je vous l'ai montré dans la partie médias sociaux, le blog reste toujours votre camp de base pour mener vos opérations sur Facebook et sur Twitter. Il faut absolument avoir un blog pour pouvoir héberger ces informations, héberger ces données, et pas uniquement se relayer sur des outils de communication, des espaces de communication tels que Facebook ou Twitter, qui sont très bien pour créer une communauté, très bien pour relayer de l'information, mais ce n'est pas vraiment là où vous pourrez stocker de l'information et améliorer surtout le référencement de votre site web. Ça, c'est vraiment essentiel. Le blog cherche à soutenir votre site internet. Facebook et Twitter sont là en externe pour créer une communauté, l'animer, communiquer régulièrement, mais ce n'est pas là pour soutenir votre blog, enfin votre site internet en tout cas. À quoi sert un blog? Quels sont les objectifs? Ça, c'est vraiment des questions essentielles à se poser parce qu'il y a de très nombreuses utilisations possibles pour un blog. On en a parlé juste auparavant, mais il y en a vraiment beaucoup. Là, j'en ai mis une petite dizaine. Il faut à chaque fois se dire qu'il faut en choisir un en prioritaire. Vraiment un prioritaire et éventuellement un second pour essayer d'optimiser un peu plus son temps. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous essayez de faire tout en même temps, c'est-à-dire faire un blog qui communique avec mes clients, qui est un blog qui génère des prospects, un blog qui est à destination de mes salariés, etc., etc., vous allez compliquer le message, vous allez avoir un message qui est beaucoup moins clair. Il faut vraiment se dire, ok, mon blog va me servir en priorité à une chose, et ensuite il va me servir éventuellement à une seconde chose. Parce qu'autrement, vous allez vraiment avoir un message qui ne sera pas clair, qui ne sera pas tout à fait précis, et vous allez un petit peu diffuser le pouvoir de votre blog. Alors voici quelques-unes des utilisations possibles pour un blog. Alors la première, c'est tout simplement de référencement naturel. Tout simplement pour améliorer le classement de votre site internet sur certains mots-clés, ou pour multiplier du contenu et créer du contenu pour votre site web de manière extrêmement simple. Donc ça, le référencement naturel, c'est quelque chose d'assez basique et qui marche très bien. La seconde utilisation, ça peut être d'échanger avec ses clients, c'est-à-dire envoyer des informations SAV, mettre en avant des guides d'utilisation du produit, montrer des vidéos, avoir des remontées directes, gérer des communications de crise, etc., etc. Bref, un espace de discussion, d'échange, de communication avec ses clients. La troisième possibilité, c'est de faire un échange avec son écosystème, ses prescripteurs, ses fournisseurs, etc. Bref, le but c'est de faire des relations presse et mettre du contenu pour les journalistes, construire une image de marque, etc., etc. La quatrième possibilité, c'est de communiquer de manière informelle avec ses clients. Ça peut être des interviews, des actualités, des promotions, etc., etc. Faire même parler le collaborateur de l'entreprise. C'est tout simplement montrer que votre entreprise est humaine, montrer au marché que vous êtes leader, que vous innovez, etc. Donc vraiment un outil qui sera là plus pour mettre en avant votre marque et ce que vous faites. Vous pouvez également vous concentrer sur le contenu créé par l'entreprise. Par exemple, vous utilisez votre blog pour diffuser vos vidéos, vos infographies, vos livres blancs, etc., etc. L'intérêt étant tout simplement de vous affranchir des contraintes en informatique de mise en ligne. C'est-à-dire que vous n'avez plus à faire appel à un informaticien. Vous pouvez vous-même mettre en avant vos vidéos, vos infographies, créer votre contenu de manière hyper simple. Une autre possibilité, c'est de recruter des candidats. Alors ça, c'est pour montrer un petit peu comment ça se passe dans votre entreprise, donner des informations sur la transparence, le fonctionnement, etc., etc. Ça, c'est plutôt un objectif institutionnel. L'autre point qui est majeur, et généralement ça fait partie des un ou deux objectifs définis, c'est générer des prospects. Tout simplement parce qu'on se rend compte que les blogueurs, les journalistes, etc. préfèrent toujours faire un lien vers le blog plutôt que vers un site institutionnel ou une boutique e-commerce. Donc ça c'est vraiment tout de suite un réflexe. Le blog est un petit peu non marchand et donc il est beaucoup mieux linké, vous pouvez obtenir plus facilement des liens. Ensuite, vous pouvez mettre en place des formulaires de téléchargement de livres blancs, de newsletters, de Webex, etc., etc., ce qui vous permet de générer des prospects. Votre blog peut également se positionner sur des termes liés à votre secteur d'activité et au préachat, au moment préachat, pour indiquer à vos prospects quel est le meilleur choix à utiliser. Dans l'avant-dernière fonctionnalité d'un blog, je vous ai indiqué qu'un blog peut vous différencier de vos concurrents. Tout simplement parce que vous allez pouvoir être plus proche de vos clients, montrer que vous les écoutez, marteler votre unique selling proposition. Bref, c'est un petit peu lié à la communication institutionnelle, mais c'est vraiment un outil qui peut être utilisé pour un but précis, communiquer sur vos valeurs. Enfin, le dernier point qui est lié souvent à la génération de prospects, c'est gagner en légitimité sur un sujet ou une thématique. Par exemple, vous allez sortir un nouveau produit, sortir une nouvelle offre, et vous avez besoin de vous approprier ce territoire de communication, vous approprier ce secteur d'activité, et donc pour cela,
vous allez créer un blog d'entreprise qui va être thématique sur une donnée en particulier et vous allez l'alimenter de contenu pertinent et ainsi devenir un expert, une référence dans ce domaine d'activité. Alors pour vous aider à savoir quels sont les objectifs que vous devez utiliser en priorité, c'est très simple. Il y a 3 questions à se poser. La première, c'est quand nous aurons ce blog, nous allons faire quelque chose. Alors est-ce que nous allons générer des prospects, nous allons pouvoir nous différencier de nos concurrents, nous allons pouvoir échanger avec notre écosystème. Bref, vous allez dire 2 choses qui vont être vos objectifs prioritaires. La deuxième question qui est essentielle à se poser, c'est les lecteurs viendront de. Tout simplement, c'est pour savoir d'où viendra votre trafic. Est-ce qu'il viendra du référencement naturel, ce qui veut dire que vous allez devoir créer beaucoup de contenu. Est-ce qu'ils viendront d'actions de promotion, par exemple la création d'un livre blanc, la création de vidéos, la réalisation d'interviews, etc., etc. Donc ils viendront pourquoi, comment, quels seront en fait leur itinéraire. Et ça va conditionner ce que vous allez créer comme contenu et les moyens que vous allez utiliser pour promouvoir votre blog. Et le dernier truc, qui est vraiment essentiel, c'est les lecteurs qui liront le blog devront faire X, Y, Z. Ça veut dire que quand les lecteurs liront le blog, soit ils vont peut-être commander, soit ils vont devoir laisser leurs coordonnées, soit tout simplement ils vont candidater à votre entreprise, etc., etc. Donc avec ces 3 questions, quand nous aurons ce blog, nous allons faire ta 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 ta. Les lecteurs viendront de X, Y, Z et les lecteurs qui liront devront faire X, Y, Z. Donc là, vous aurez ces 3 éléments qui vous permettent de savoir ce que vous allez faire avec votre blog d'entreprise. Alors n'oubliez pas à chaque fois d'y associer des critères de performance. Alors, vous en avez plusieurs, je vous ai mis ici, et bien sûr on a des indicateurs qui existent dans la formation Bloguer comme un prof. C'est le trafic généré, c'est souvent ce qui est le plus utilisé, les ventes qui vont être générées, les leads, c'est-à-dire les prospects, les remontées des clients, les prospects encore une fois générés, l'amélioration du référencement, la fidélisation des clients, ou tout simplement la notoriété de votre entreprise, faire en sorte que vous soyez un expert dans votre domaine d'activité, ou dans tout simplement la création de nouveaux produits. Ça peut être également les liens qui vont pointer sur votre site web, ou tout simplement la possibilité de vendre de nouveaux produits, tout simplement en faisant de la communication sur des produits complémentaires que vous n'aviez pas forcément l'habitude de faire la promotion, mais qui vont être mis en avant via ce blog. Donc c'est montrer des usages possibles de votre produit et service. Et pour finir, je vous ai mis quelques types de blogs d'entreprise dont vous pouvez vous inspirer pour voir si vous allez faire quelque chose du même type, tout simplement. Alors les premières, c'est les spécificités. Alors les spécificités, c'est que tout simplement, le blog peut servir à créer l'événement. Tout simplement, quand il y a des sorties de produits, des promotions, des soirées, etc. Le blog sert souvent de support de communication, chose qu'on utilise quand même assez peu dans un blog personnel. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même des budgets beaucoup plus conséquents. On peut utiliser l'AdWords, voire de l'affiliation pour recruter des lecteurs de son blog. Ensuite, il y a une importance de la rentabilité. Autant qu'en blog à titre personnel, bon, la rentabilité, c'est plutôt quelques euros, dizaines d'euros, centaines d'euros qu'on génère en chiffre d'affaires. Quand on est une entreprise, il faut voir quelle sera l'image qui va retomber de ce blog, mais également le chiffre d'affaires réalisé. La quatrième chose, qui est également différenciante entre un blog personnel et un blog prof, c'est qu'on peut se faire aider. Il y a de nombreuses agences ou des spécialistes, soit des consultants, des experts, etc., qui peuvent vous aider à booster votre blog et à améliorer son référencement, à améliorer la qualité des articles, etc., etc. Mais il faut toujours faire attention, votre blog doit refléter l'esprit de l'entreprise et doit refléter votre stratégie. Alors au niveau des contraintes, je vous en ai mis également quelques-unes. La première chose, elle est évidente, mais on l'oublie parfois un peu trop, c'est que la charte graphique doit être identique au site institutionnel. Quand une personne est sur le site institutionnel et qu'elle va ensuite sur le blog, ou inversement, la charte graphique doit être cohérente, qu'on ne se retrouve pas dans un univers totalement différent. Ça, c'est vraiment important. Il faut également définir une ligne éditoriale, une voie différente qui va vous différencier de vos concurrents. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu dans les différents chapitres de la formation Bloguer comme un pro. Il faudra également avoir dans tous les services des personnes qui pourront contribuer et interagir sur le blog. C'est pas uniquement le service marketing ou le service web qui doit alimenter le blog, ça doit être le service technique, ça doit être les commerciaux, ça doit être le service après-vente, bref,
toute l'entreprise doit être capable de fournir des éléments, c'est pas uniquement du marketing ou de la communication, sinon ça ne marchera pas. Si vous ne faites pas 80% de contenu non commercial, vous allez arriver sur un blog qui va vraiment être de la promo ou du marketing. Il faut absolument apporter de la valeur ajoutée, apporter du contenu, et c'est pour cela que les personnes du service technique, les personnes du service après-vente, etc. peuvent vous aider et sont indispensables dans ce projet. Il faut savoir faire une bonne balance idéalement entre le fun et le pro. Parce qu'il ne faut pas bien sûr mettre du contenu confidentiel, il faut quand même mettre des choses un petit peu sympas, un petit peu intéressantes. Pas que des choses qui sont trop techniques. Il faut également éviter les critiques, que ce soit les critiques envers l'entreprise, envers les concurrents, envers l'environnement économique, etc. Un blog est plutôt là pour positiver. On ne doit pas être là pour être dans la morosité ou dans le négativisme. Un blog est vraiment positif. Certes, on peut mettre en avant des problèmes de clients, mais après, à chaque fois, on proposera une solution. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas non plus faire trop de personnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour raconter sa vie. Ok, on peut parler du travail ou d'une personne dans l'entreprise, ça, il n'y a aucun souci, on peut parler de salon, mais il ne faut pas non plus arriver à des états d'âme. On est là quand même dans une entreprise, donc on est là plutôt centré sur une thématique ou un sujet. L'autre chose, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est le calcul du ROI, du retour sur investissement. Et ça, tout simplement, c'est surveiller le positionnement sur des mots-clés, voir les prospects générés, les ventes effectuées, etc. La contrainte, c'est également communiquer à tout son écosystème sur l'existence du blog. Ça, c'est essentiel. Si vous avez uniquement un blog qui est connu que de vos commerciaux ou connu uniquement du personnel interne, ça ne marchera pas. Il faut communiquer sur sa base client, sur sa base prospect, et tout le monde doit être au courant de ce que vous êtes en train de réaliser. Si vous avez une activité qui est générique, faites un blog pour toute l'entreprise. Si vous avez des activités qui sont très différenciées au sein de votre entreprise, c'est souvent le cas dans les très grandes entreprises, là vous pouvez faire différents blogs par thématique. Mais si vous avez une activité principale ou si vous êtes une PME, ne faites qu'un seul blog, c'est déjà suffisamment difficile de créer du contenu et d'attirer des gens avec un blog, donc n'essayez pas de multiplier les blogs par thématique. Ensuite, un dernier point, et ça c'est un conseil que je vous donnerai, c'est véritablement de valoriser les experts de votre entreprise et de les mettre en valeur via par exemple leurs photos, leurs signatures. Vous n'êtes pas là pour cacher les experts, cacher les hommes qui écrivent les articles, vous êtes là pour les valoriser. C'est vraiment essentiel parce que non seulement comme ça les gens vont pouvoir un petit peu avoir leur ego de flatter, donc ils vont se dire ouais c'est moi qui ai écrit un article, etc. Ils vont pouvoir montrer leur expertise à la fois à leurs collègues, mais aussi à leurs clients, aux prospects, aux fournisseurs, etc. N'ayez pas peur qu'on les contacte après pour leur proposer un job, c'est pas grave ça. Justement, ils vont se sentir à l'aise avec ce blog, ils vont pouvoir dire ok, je peux m'exprimer dans cette entreprise, chose que je ne peux pas faire dans toutes les entreprises. Donc c'est vraiment essentiel, valorisez les experts, mettez leurs photos, mettez leurs noms, etc. Il faut qu'ils soient au centre du blog. C'est pas l'entreprise qui parle, ce sont les experts, les hommes au sein de l'entreprise. Alors je vous ai mis ici ensuite 5-6 exemples de blogs hein, d'entreprises qui à chaque fois montrent quelques thématiques précises et les moyens d'aborder et d'utiliser un blog en entreprise. Alors on arrive maintenant aux exemples de blogs d'entreprise. Donc le blog du DG, par exemple Michel-Édouard Leclerc, Matt Cutts, c'est véritablement un outil qui permet de discuter avec les collaborateurs, avec les clients, partager une vision, hein, tout simplement. Alors on peut le voir là, ici, directement. Donc de quoi je me mêle. Donc on va voir que Michel Édouard publie quand même très régulièrement ici. Par exemple, là c'est sur la loi Galant, etc. Donc il a quand même commencé son blog. Là il a un billet quand même en octobre. Ça fait une semaine que c'est passé. Il publie quand même assez régulièrement. On peut voir une dizaine de billets, grosso modo, un petit peu moins parfois, par mois. Donc vraiment un early adopters. Si on peut voir également, on peut voir Matt Cutts qui utilise son blog beaucoup pour communiquer des informations de Google au grand public. Et là encore une fois, on peut voir que c'est pas hyper fourni, hyper nombreux, mais ce sont à chaque fois des messages décisifs qui sont repris par beaucoup de monde. Donc ce blog-là, le blog du porte-parole, sert vraiment à faire passer un message, d'être le porte-voix d'une entreprise. Alors autrement, le blog d'un produit, par exemple ici vous avez le blog 7crm-expert.com. Le but tout simplement c'est de parler d'un produit uniquement en particulier avec que des informations sur un produit pour pousser ce produit-là et le mettre en avant auprès des utilisateurs. Le but est bien référencé mais également d'avoir une communication spécifique sur un produit ou une gamme de produits.
On peut également faire des blogs lors d'événements ou de lancements de produits. Par exemple ici, pour le salon du chocolat, hein, on voit ici le fameux salon. Alors ça c'est assez intéressant. Alors pourquoi c'est intéressant d'utiliser ce genre de blog-là? Tout simplement quand on a une entreprise, donc certes on peut ici publier du contenu un petit peu externe, on peut faire de la communication, améliorer son référencement, mais c'est également intéressant parce qu'on peut aller voir des blogueurs et on peut leur dire ok, je vais lancer tel événement, tel salon, et je vous propose d'être référencé donc sur le blog, donc écrire un article, avoir un lien, etc. En échange, vous allez juste parler de mon salon ou de mon actualité auprès de votre auditoire, soit par un tweet, soit par un article. Alors ce genre d'opération coûte pas très cher à l'entreprise et ça leur permet de pouvoir avoir une bonne contrebalance à faire à fait aux personnes, aux blogueurs, aux RP, etc. pour tout simplement récupérer des liens. Donc ça c'est assez intéressant. Créer un blog pour pouvoir proposer quelque chose en échange, mettre en place des partenariats. Tout le monde sait très bien que la visibilité va pas être extraordinaire, que ça va être à peine quelques dizaines de visites dans le meilleur des cas, mais on sait très bien que ça va pouvoir améliorer le PageRank d'un site internet et donc d'améliorer son référencement. On parle également le blog pour un mini-site ou pour un lancement. Ben ici, je vous ai mis la boîte à outils marketing, hein, c'est un blog qui est utilisé pour lancer ce produit-là. Ben, tout simplement, là, tout a été créé avec un blog WordPress. Donc le blog WordPress sert à vendre et à lancer le produit. L'autre type de blog, par exemple, c'est le blog de spécialistes. On voit par exemple ici Orange Business Service qui met en avant en fait ses experts, son expertise dans le domaine de la sécurité. Et ça, tout simplement, ça lui permet d'avoir une très grande visibilité, un très grand intérêt de la part des spécialistes dans ce domaine d'activité-là. Orange Business Service capitalise sur cette visibilité-là, sur ses experts, pour devenir une référence dans ce domaine d'activité bien précis. Alors le dernier point, c'est le blog plutôt interne, peut-être parfois externe, qui est là pour faire surtout une discussion, pour insuffler un esprit d'entreprise. Alors je vous en ai mis deux. Je vous ai mis ici le blog du Conseil général de la Savoie, qui est là plutôt pour valoriser ce que fait le Conseil général. On n'est pas là vraiment pour comment dire, promouvoir une activité, une région, etc. Mais on est là pour dire ce qu'on fait, que la région est vraiment active, qu'il y a beaucoup d'actualités qui se passent, etc., etc. Donc c'est important de montrer ici quel est le dynamisme de l'activité, le dynamisme de la région, etc., etc. Et un autre exemple ici, c'est le blog en fait de la SNCF, Imagine TGV, avec ici la possibilité d'avoir des remontées, ici là, je vais aller dessus, d'avoir des remontées et d'avoir des informations, un forum, des nouveaux services, bref, on peut écrire vraiment beaucoup de choses dans un blog et on peut pousser des informations à sa communauté. Donc ici, c'est plutôt partager des idées, communiquer, etc., mettre en place des sondages, tout un espace de communication qui est difficile de mettre en place dans un site institutionnel. Alors voici quelques idées de contenu à privilégier sur un blog d'entreprise. Alors ce qu'il faut pousser et ce qu'il ne faut surtout pas pousser. Alors ce qu'il faut pousser, c'est bien entendu le contenu à forte valeur ajoutée. Tout ce qui est PowerPoint, livre blanc, toute cette valeur ajoutée créée par les salariés d'entreprise, que ce soit du marketing, de la communication, etc., doit être exploitée et réutilisée. Ensuite, tout ce qui est photo et vidéo, pour montrer l'image humaine de votre entreprise, que vous n'êtes pas uniquement quelqu'un qui produit et qui vend des services ou des produits, mais vraiment une entreprise humaine. Ça sert également à héberger tous les sondages et études que vous avez réalisés auprès de vos clients. Je vous dis ça parce qu'en fait, trop souvent, moi je reçois des communiqués de presse d'entreprise qui mettent en pièce jointe donc un communiqué de presse, mais après, ok, il y a des chiffres qui sont intéressants, peut-être pas suffisamment pour écrire un article, mais moi je serais très content de pouvoir faire un lien vers cette entreprise-là en disant voilà, il y a un super article sur telle étude. Et ça, tout simplement, les entreprises n'ont pas compris encore qu'ils doivent mettre ces sondages, ces résultats d'études dans leur blog à eux ou dans leur espace institutionnel de leur site internet. Et c'est vraiment important de pouvoir les avoir sur internet et un blog est vraiment l'idéal pour héberger les résultats de sondages et d'études, puisqu'après, les journalistes, les blogueurs, etc. sont vraiment enclins à publier un lien vers cet espace. Ensuite, ce qui est vraiment intéressant, c'est de publier des séries d'articles pour montrer les fonctions de votre produit. Vous pouvez faire ça régulièrement, la compatibilité avec un système d'exploitation, avec des tablettes PC, etc. Donc faire vivre en fait un produit et pas uniquement se dire que c'est les fiches produits et les captures écran ou les packaging, etc. de votre site web qui suffisent.
Le blog permet vraiment comme ça de montrer dans le temps comment on utilise le produit et créer régulièrement du contenu. Ce qu'il faut pousser également, c'est les événements, les actualités, les concours, les incentives, bref, tous ces éléments-là qui vont permettre de faire vivre votre site internet. Et quand les gens vont avoir besoin d'informations, ils vont aller sur ce fameux blog et repérer immédiatement les informations. N'hésitez pas non plus à ajouter les témoignages clients, les success stories sur un blog. C'est le meilleur endroit parce que c'est un espace de communication qui est plutôt détendu, qui est plutôt neutre, et donc on n'est pas loin des communiqués de presse qui sont officiels. On peut comme ça montrer vraiment des photos de clients, comment ça se passe dans la vraie vie. Ensuite, votre blog d'entreprise peut être utilisé pour mettre en avant des produits stars qu'on a peu l'habitude de mettre en avant d'habitude parce qu'en fait ils sont un peu plus techniques, un peu plus poussés, un petit peu plus pointus. Or, dans un blog, on peut se permettre d'avoir pour une fois des produits à faible notoriété qui pourtant mériteraient d'avoir une meilleure communication. Alors, je vous ai rajouté également 4 choses à ne pas faire. Alors, il y en a beaucoup plus, mais ces 4-là, c'est des erreurs un peu trop communes. La première, c'est recopier ce communiqué de presse. Un blog n'est pas là pour ça. Il faut donner plus d'informations, plus de détails, plus de valeur ajoutée. Ensuite, il faut éviter de mettre peu de contenu. Il faut absolument avoir un planning de publication qui soit régulier et qui soit régulièrement mis à jour. Un blog qui n'est pas mis à jour une fois tous les semaines ou au maximum tous les 2 semaines, c'est un blog qui va perdre de son attirance pour Google en référencement naturel, mais également qui va avoir l'air un petit peu abandonné et donc ça donnera une mauvaise image de votre entreprise. La troisième chose à ne pas faire, c'est de ne pas faire de contrôle sur le contenu publié. Alors certes, je le disais auparavant, il y a une certaine autocensure qui existe, mais il est toujours important de vérifier que ce qui est écrit sur le blog d'entreprise correspond bien à ce que vous voulez dire, au message que vous voulez faire passer, et qu'il n'y ait pas trop de fautes d'orthographe ou des erreurs de communication. Donc il y a toujours un contrôle qui doit être fait. Généralement, c'est plutôt a posteriori. Et dernier point que je vous ai déjà mentionné auparavant, c'est ne pas avoir d'auteur. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment une erreur trop courante. Même si c'est un blog d'entreprise, il faut que les gens soient présents. Un blog, c'est quelque chose qui est écrit par une personne. Donc c'est essentiel que cette personne soit mentionnée et qu'elle soit valorisée. Alors dans la formation, je voulais également vous parler de ces challenges, ces difficultés que l'on rencontre lorsqu'on tient un blog d'entreprise. Le premier problème, avec 36% des cas de figure, c'est tout simplement créer du contenu magnétique, du contenu intéressant. Et ça, justement, dans la formation, vous avez appris comment créer du contenu, que ce soit vidéo, que ce soit des images, etc., qui permettent d'attirer des prospects, trouver les bons mots-clés, les bonnes thématiques. Le deuxième challenge, c'est produire suffisamment de contenu. Ça, je vous ai expliqué dans la partie création de contenu comment on pouvait créer du contenu simple, que ce soit avec de l'easy writing, avec de la recherche documentaire, avec l'utilisation de vidéos, de PowerPoint, de textes classiques, etc., etc. Donc facilement créer du contenu et du contenu magnétique grâce aux techniques d'écriture que je vous ai présentées. La troisième chose, c'est le budget pour créer du contenu. Là encore une fois, dans la vidéo, je vous explique comment créer du contenu facilement selon différentes manières sans devoir faire appel par exemple à une agence de communication, à un service PAO, etc. Donc c'est important de faire de la sous-traitance, c'est important d'apprendre soi-même à créer du contenu en exploitant à 100% les ressources de l'entreprise, que ce soit les ressources internes, mais également lors d'événements particuliers, salons, soirées, etc., etc. Les deux derniers points qui sont en fait avoir des difficultés à faire acheter de clients et produire du contenu assez varié se retrouvent assez facilement résolus par deux moyens. Le premier, tout simplement pour inciter les clients à acheter, c'est qu'il faut les mettre dans des dispositions d'achat. Et ça, tout simplement, c'est pas apporter directement la solution, mais mettre en avant le problème du client et comment il peut le résoudre. Deuxième chose, produire du contenu varié, c'est extrêmement simple et ça je vous explique dans la technique de génération de contenu qu'il faut savoir varier le contenu à la fois sur la forme, sur le fond et qu'il faut régulièrement faire entre guillemets des sujets grand public. Un autre cas particulier qui est important de traiter en B2B, c'est que le blog bien sûr doit générer des leads, des prospects qualifiés. En revanche, comme on va générer un fort volume de leads, il faut avoir une nouvelle manière de le traiter. Si actuellement vous travaillez uniquement avec des appels entrants ou des outils tels que les emailing, l'affiliation, etc., vous devez quand même mettre en place un système de filtrage. Tout simplement parce qu'il faut que le lead soit qualifié avant le transfert aux commerciaux. Si vos commerciaux ont un volume de leads très important, qui ne sont pas forcément des leads chauds, mais des leads qui peuvent être tièdes, froids, etc., il faut avoir un processus qui permet de voir si on valide ou pas, tout simplement, le lead qui est transféré.
Alors le leads, bien sûr, c'est ce que j'appelle un prospect. Les commerciaux doivent vraiment avoir une démarche que j'appelle commerciale 2.0. Alors, avant cela, moi ce que je conseille toujours, c'est de mettre en place une préqualification. Alors, si vous le pouvez, si vous avez des volumes de leads suffisants, transférez-les à une personne qui sera chargée de valider l'intérêt du lead. C'est-à-dire que vous avez entre guillemets une cellule de qualification qui fait le tampon entre la génération de leads via le site internet et les commerciaux. Donc cette personne filtre, valide que le projet est bien chaud, qu'il y a bien un budget, etc., etc. Et ensuite c'est transféré aux commerciaux. Si vous ne faites pas cela, il arrivera une chose très simple. Le commercial va recevoir des prospects de votre part. Tous les prospects ne sont pas chauds et donc forcément il va se dire attendez, ces leads ne sont pas intéressants, c'est entre guillemets des leads pourris et ils vont mal les traiter, mal les gérer. Alors que si ça se trouve, il y a une pépite énorme et un gisement de chiffre d'affaires à l'intérieur de ces prospects. Donc au final, idéalement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir donc cette fameuse cellule de qualification entre les commerciaux et le site internet. Autrement, il faut tout simplement mettre en place un process de qualification qui permette au commercial de refuser ou d'accepter le lead. Et s'il n'est pas accepté, on va mettre en place ce qu'on appelle du nurturing. C'est ce que je vais vous montrer juste après. Donc la démarche commerciale 2.0, je vais vous la comparer entre la 1.0 et la 2.0. La vente 1.0, c'est tout simplement, on fait des appels sortants de qualification et on a uniquement un numéro de téléphone, un nom, un prénom, éventuellement une entreprise, et hop, on appelle dans le dur. La vente 2.0, c'est avant d'appeler, je vais sur Viadeo, je vais sur LinkedIn et je me renseigne sur mon prospect. Je vois quelle est sa fonction dans l'entreprise, éventuellement s'il a des passions, etc., pour pouvoir mieux cibler mon message. La vente 1.0, c'est également poser des questions au rendez-vous. Alors que le vendeur 2.0 se renseigne sur le web et il apporte directement une solution, il apporte des exemples à l'entreprise, il ne vient pas comme ça en touriste. La vente 1.0 utilise beaucoup en fait des cartes de visite et Outlook pour gérer toute l'activité, alors que le vendeur 2.0, lui, va renseigner toutes ces données dans un CRM qui va lui permettre d'avoir à sa disposition toutes les informations sur son client. Le vendeur 1.0 parle de ses clients, alors que le vendeur 2.0 a bien conscience que c'est le fichier client de l'entreprise et que tout le monde doit enrichir ce fichier client et renseigner un maximum d'informations pour adresser toujours la meilleure communication. Et c'est pas forcément lui qui va s'adresser au client, c'est peut-être le marketing, c'est peut-être le service technique, etc., etc., et que tout le monde est au service de la génération de valeur de l'entreprise. Ensuite, le commercial 1.0 suit uniquement les clients pertinents, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de clients, donc il va un petit peu au feeling et puis il choisit vraiment le client qui lui semble le plus chaud. Tandis que le vendeur 2.0 a plutôt des suivis, des alertes, et il met en place un système de couveuse, de nurturing, qui lui permet de gérer en même temps l'ensemble de ses clients. Le vendeur 1.0 propose un produit, tandis que le vendeur 2.0 propose vraiment une solution. Il ne propose pas un produit, ne vend pas un produit, il propose une solution au problème exact du client. C'est une approche qui est totalement différente. C'est pas je veux vous vendre quelque chose, mais je propose une solution qui va vous permettre de gagner du temps, de l'argent, de générer de la valeur. Le commercial 1.0 est également en attente d'appels. Il attend les appels de ses prospects. Le commercial 2.0 est actif sur les médias sociaux. Il a un groupe sur Viadeo ou LinkedIn. Il recherche des informations sur Twitter. Il fait de la veille sur ses clients. Il a une alerte pour savoir ce qui se dit de l'entreprise. Il sait ce qui se dit de ses concurrents. Bref, il écoute le marché, il n'est pas attentiste. Enfin, le commercial 1.0 est là pour vendre des fonctions, tandis que le commercial 2.0 est là pour apporter des bénéfices, mettre en avant des bénéfices et raconter une histoire qui va plaire aux clients. J'en parlais juste auparavant, il faut véritablement mettre en place un process de nurturing, c'est-à-dire de mise sous coiffeuse de ses prospects. Tout simplement parce qu'on va générer du trafic ici avec des différents éléments, avec de la vidéo, avec Facebook, avec YouTube, avec Twitter, etc., etc., avec WordPress, avec les blogs. On va générer énormément de trafic. On va générer du trafic qui vont visiter le blog. Certains d'entre eux vont laisser leurs emails ici, capturer des emails, et on va les mettre dans cette base prospect. On va les mettre sous coiffeuse, c'est-à-dire qu'on va leur envoyer régulièrement des emails, on va programmer des appels, éventuellement du fax, éventuellement du SMS, leur proposer des livres blancs, leur proposer des solutions, etc., etc. On va vraiment aider l'entreprise à mettre en place un cycle de prospection, un cycle de fidélisation pour générer ici l'envie. Le but est tout simplement de les inciter à acheter, de générer de l'envie pour ici générer une opportunité de vente. Donc je vois ici que j'aurai des centaines, voire des milliers de personnes qui vont venir sur mon site internet.
Je vais essayer de capturer un maximum d'emails, un maximum de coordonnées, ça peut être du téléphone également. Je les ai donc ici dans cette base. Dans cette base, ils sont soumis à un certain nombre de communications qui suivent un cycle de vente. Donc je génère l'envie, et là encore l'opportunité de vente, je dois la travailler. C'est-à-dire que le client ne va pas acheter tout de suite. Donc je dois être capable de gérer dans le temps ma relation avec un devis, un appel, une relance, l'enregistrement en fait des besoins du client, de tout ce qui est les contre-arguments, des propositions faites par les concurrents, etc. Donc tout ce qui est important, je dois le suivre ici dans ma solution de CRM. Tout cela après, tout simplement, j'arrive à la vente du client, concrétiser, éventuellement faire un suivi. Et ainsi, j'ai ma base client. Et ma base client, tout simplement, je devrais encore une fois la mettre dans un système de fidélisation pour l'inciter au réachat, pour arriver encore une fois à une nouvelle opportunité de vente et retomber à chaque fois sur ce cycle vertueux de la vente.